BFM Business. C'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour une émission exceptionnelle avec bien sûr Kung Fu Panda pour ses disciples, Emmanuel Le Chypre avec Alice Labou, avec Jean-Sébastien Bellet. Ça va pour l'instant, ça se passe bien, votre première expérience chez nous, vous n'êtes pas déstabilisé, pas encore. Non, c'est pas traumatisant. Non, mais il est plutôt bien pour un gars qui vient pour la première fois, je pense. Il est un peu trop à l'aise. Non, faudra qu'il revienne. Ouais. William Higgins de la SICAV Indépendance et Expansion, Benahouda Abdelhaim, notre ami, et Laure Closier, notre ami aussi d'ailleurs. Beaucoup d'amis dans On cette n'a que des amis dans cette émission. On est tous amis, on s'aime. Pas une semaine sans qu'il y ait... Oui, on s'aime beaucoup. Oui, Marc, on s'aime beaucoup. Bon. Jeudi, pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau rebondissement. Vous n'êtes pas convaincu? Si. Vous avez vraiment beaucoup besoin d'amour. Pas du tout mon rôle. Jeudi, pas une semaine sans qu'il y ait un nouveau rebondissement dans notre série à succès, la guerre commerciale. Cette semaine, les Chinois contre-attaquent. Alors sur les marchés, il y a des modes. Et la mode du mois, on va dire, c'est la guerre commerciale américano-chinoise. Cette semaine, Trump en a remis une couche avec des taxes sur 1300 produits. Les Chinois ont répliqué immédiatement avec plus de véhémence, avec des taxes sur 100 familles de produits. Les marchés ont paniqué, et puis finalement ils ont rebondi en se disant qu'il y avait encore de la place pour les négociations avant de nouvelles attaques de Trump. Jeudi, on oscille donc entre c'est une vraie guerre commerciale et ça va saigner, ou c'est du bluff et ils vont négocier. C'est donc le thème à la mode, mais personne ne sait vraiment d'abord ce qui se passe. Personne ne sait comment réagissent les investisseurs qui sont souvent pris à contre-pied. Alors sujet à la mode jusqu'à qu'un autre sujet vienne le ringardiser. Mais pour le moment, on ne parle que de ça. Benahouda Abdelhaim, Donald Trump, il croit vraiment à la guerre commerciale? C'est the big question. Il y croit peut-être, mais le problème, c'est qu'il démonétise son entourage à chaque fois. Je m'explique. Un tout autre sujet, on va comprendre pourquoi. Jeudi, il y a eu un sommet entre la Russie, la Turquie et l'Iran pour décider du sort de la Syrie. La veille, le président des États-Unis dit « Je vais retirer mes troupes de Syrie ». Il prend au dépourvu le Pentagone, qui n'était pas au courant. Le commandant en chef de la lutte contre l'organisation de l'État islamique américain explique que non, en fait, ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, cette configuration-là, on la retrouve exactement dans la guerre commerciale, où vous avez le conseiller commercial Peter Navarro, qui est pourtant le dur parmi les durs sur le dossier chinois, qui va sur CNBC et qui dit il est hors de question de rentrer dans un cycle action-représailles, action-représailles. 24 heures plus tard, le président des États-Unis sort ce montant rond de 100 milliards. Pourquoi pas 90, pourquoi pas 106? Et donc, tant qu'il n'y a pas une compréhension exacte de ses intentions, parce que finalement personne ne les connaît exactement, même dans son entourage, on peut se lancer. Mais dans votre impression, il veut la guerre, c'est la guerre ou pas? Ou c'est du bidon, les deux jouent un jeu de rôle et puis à la fin ils vont se mettre au... Il y a peut-être un signal qu'il ne veut pas la guerre, c'est qu'il n'a pas démenti, il n'a pas désavoué le fait que Steve Mnuchin, le secrétaire au Trésor, veuille aller à Pékin pour négocier. Et lorsque le secrétaire américain au Trésor se déplacera à Pékin, ça voudra dire qu'on est rentré dans la phase réelle et consistante des négociations. Mais pourtant, quand il sort des chiffres comme ça pousse la partie adverse. Donc là, la Chine a elle aussi sortir des chiffres et faire des listes de produits. On a l'impression que chacun fait sa petite liste. Vous, Jean-Sébastien Bellet, qui êtes sur les marchés, ça vous inquiète? Moi, je reviens d'une semaine passée à Austin pour la plus grande conférence techno qui s'appelle SXSW, où en fait toutes les grandes boîtes techno, les Tesla, viennent se présenter leurs produits, présenter leur futur. Et en fait, ce qui ressort de cette conférence, c'est que ces sociétés américaines en ont marre de voir la Chine qui fait une concurrence déloyale. Pourquoi déloyale? Parce que ils subventionnent toutes les entreprises chinoises qui n'ont pas pour obligation de faire du résultat et qui tout de suite ont un marché d'1 milliard de personnes. Et donc ces entreprises, les Alibaba, Tencent, aujourd'hui, ont des tailles supérieures aux acteurs américains et sont en train de prendre le pas sur les Américains. Tous les ingénieurs de la Silicon Valley qui travaillent sur l'intelligence artificielle partent en Chine aujourd'hui. C'est très difficile pour les Américains d'en trouver. Donc j'ai trouvé les sociétés américaines très remontées contre les Chinois. Il y avait énormément de sociétés chinoises. C'est pas la guerre commerciale telle qu'on l'imagine. Ça va bien au-delà de ça. Ça éclaire un peu la réaction de Trump sous un œil différent, qui est de dire finalement le retour qu'il a de ces sociétés de la technologie, c'est attention, on est en train d'être dépassé par les Chinois. Il faut absolument mettre un mur. Retournez sur votre marché, chacun son marché. Oui, arrêtons quelque part d'aider les Chinois à devenir des concurrents plus forts que nous. Et donc, dans ce sens, la guerre
commerciale n'en est qu'à son début. Alice Labouze. Oui, ça c'est effectivement un sujet de fond très important, mais il y a aussi un sujet de forme politique, je pense, c'est que il va y avoir les élections de mi-mandat cette année, et il ne faut pas oublier qui sont les plus grands partisans, enfin ceux qui ont vraiment élu Trump, c'est aussi les États où il y a beaucoup d'agriculteurs. Or, l'agriculteur, les débouchés agricoles américains risquent d'être très fortement sanctionnés par cette guerre commerciale. On l'a vu pour le maïs, on peut le voir pour le soja notamment, et donc en fait sa base électorale peut vaciller un petit peu. Déjà que pour les élections de mi-mandat, c'est pas complètement gagné. Si en plus les bases agricoles disparaissent, les électeurs... Et pour vous, sur les marchés, c'est la mode du moment? C'est le thème. La guerre commerciale, c'est le truc que vous regardez. Oui, il faut bien qu'on trouve quelque chose aussi. Ouais. On s'est lancé sur la... Non, mais c'est vrai, on cherche toujours des grands sujets. C'est quoi le prochain market mover après la guerre commerciale? C'est une excellente question. C'est la préparation des mi-mandats. En tout cas, nous qui sommes très investis sur le marché américain, clairement, c'est les élections de mi-mandat. Où est-ce que ça va tomber? Parce que ça va permettre justement de déterminer ce qui va se passer par la suite sur les marchés. Alors nous, on a le sentiment très fort qu'on n'arrive jamais à distinguer ce qui va bouger les marchés. Donc on n'essaye pas de trouver ce qui va bouger. D'accord. Mais c'est quand même le sujet à la mode, là, la guerre commerciale. Vous la suivez quand même? Oui, on suit, mais globalement, c'est hyper compliqué d'avoir les conséquences. Vous pouvez imaginer, par exemple, que l'acier chinois qui devait aller aux États-Unis va débarquer en Europe. Vous pouvez aussi imaginer que l'Europe va mettre des barrières douanières et que les fabricants de produits en acier vont avoir un marché garanti. Emmanuel de Chypre. Le prochain market mover, il sera aux États-Unis, forcément. Comme parce qu'aujourd'hui, pas comme toujours. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la seule source d'imprévisibilité dans le monde, elle est aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en gros, la stratégie commerciale des Chinois à long terme, on la connaît très bien. C'est exactement ce que vous avez expliqué. C'est de devenir la plus grande puissance technologique du monde. Donc, les intérêts des Chinois, on les comprend très bien. La stratégie chinoise, on la comprend très bien. En Europe, il n'y a pas non plus de risques majeurs et de mauvaises surprises sur des prévisions. En revanche, toute l'imprévisibilité sur la politique monétaire, la politique économique, on s'en fout de l'Italie. Politique monétaire, politique économique, inflation ou pas inflation, récession ou pas, fin de cycle ou pas fin de cycle, etc. C'est les États-Unis qui concentrent vraiment toutes les incertitudes. Benaouda Abdelhaim, vous aurez le mot de la fin. Ce qui est quand même très intéressant, ce sont les appels du pied de plus en plus récurrents de la Chine à l'Union européenne. Venez de notre côté pour faire respecter le système commercial multilatéral. Et il y a l'ambassadeur de Chine auprès de l'Union européenne qui dit nous sommes ensemble, Chine et Union européenne, nous avons pour responsabilité de faire respecter l'ordre commercial multilatéral basé sur le respect des règles. Donc on attend maintenant la position exprimée par l'Union européenne. Et de sauver la planète ensemble. Ouais, c'est ça, la vaste blague quand même. Ouais, c'est clair. Vendredi, mais quelle semaine sur les marchés? Quelle semaine? Ils font beaucoup d'efforts. On quand même pas les champions, c'est pas quand même les champions du libre-échange. Non, moi je parlais sur le climat. Oui, sur le climat, mais venir donner des leçons sur le protectionnisme. On est passé à vendredi. Mais il n'y a que nous en Europe qui avons une vision. Bah oui, c'est pour ça, Angélique. Mondiale, chacun défend ses intérêts, point barre. Il s'en est passé des choses sur les marchés cette semaine et on pourrait dire que swing est le mot de la semaine. On swing de l'extrême pessimisme à un extrême optimisme entre la chute de lundi de près de 3% du Nasdaq et la plus forte hausse jeudi du CAC 40 sur une journée depuis un an. On voit que la direction n'est pas très claire. La volatilité, Emmanuel le soulevait tout à l'heure, est restée très élevée, autour de 20%, signe de l'absence de visibilité. Les autres faits marquants de la semaine sur les marchés sont le rebond du dollar, assez significatif. Si quelqu'un sait pourquoi, merci de me le dire. Et du côté des taux, c'était plutôt calme. Alors sur le dollar, William Egon, est-ce que vous savez pourquoi? Non, probablement parce que les gens considèrent que si effectivement ils importent moins, il y aura moins de sorties de dollars des États-Unis, donc la monnaie devrait monter. Mais généralement, il y a aucune théorie n'explique les variations de change. Ah, c'est pratique. On ne peut rien prévoir. Grand-chose, hein, Jean-Sébastien Bellet. C'est vrai que c'est difficile de prévoir. On parlait tout à l'heure des catalystes de marché. Il est probable que cette guerre commerciale va se traduire par des mouvements sur les monnaies dans tous les sens. Alors difficile de savoir dans quel sens. Effectivement, le dollar sera peut-être le prochain signal de marché qui emmènera le marché dans un sens ou dans l'autre, parce que la guerre commerciale, à un moment ou à un autre, se traduit par les monnaies. Si elle a lieu, on disait tout à l'heure avec Benaouda qu'on ne sait pas très bien si on est dans un jeu de rôle ou... Vous y croyez, vous? Oui, nous on y croit fermement parce que vous y croyez fermement. les Américains sont vraiment aujourd'hui très très énervés
préserver de cette concurrence déloyale pratiquée par la Chine au niveau des technologies. Donc, les technologies aujourd'hui, c'est vraiment le monde de demain, et c'est vraiment des milliards de milliards qui sont investis chaque année. Donc c'est des sommes colossales. Les Américains ont toujours été leaders dans la technologie, et là, pour la première fois, ils voient quelqu'un qui passe devant eux. Et ça leur plaît pas du tout. Donc, on croit beaucoup à cette guerre commerciale. D'ailleurs, il paraît qu'ils ont décortiqué tout le plan Made in China 2025, parce que ils ont annoncé la Chine qui voulait devenir donc leader, notamment dans la technologie. Et donc, les Américains, enfin, en tout cas, les gens proches de Trump, peut-être pas Trump lui-même, hein, auraient décortiqué tout, justement, pour essayer de voir là où ça pourrait faire mal dans ce qui a été annoncé. Donc, c'est assez. Mais d'ailleurs, le protectionnisme qui va prendre la forme d'interdiction de racheter des sociétés, de barrières technologiques, etc. Diminuer les investissements, plus que de tarifs douaniers. Oui, puis il faudra suivre de très près les déclarations des Chinois sur la dette américaine. Jusqu'ici, ils en ont pas parlé. Hein, voilà. Et jusqu'ici, il n'y a que l'ambassadeur de Chine à Washington qui a suggéré l'éventuelle hypothèse. Mais le vice-ministre des Finances a tout de suite expliqué que. Vous l'avez lu dans un journal hollandais. Chinois. Dans le texte ou pas? Non. C'est sur la CGTN, la chaîne d'info chinoise, qui diffuse aussi en français. Ça veut dire qu'il garde l'argument sous le pied, et si ça va trop loin, on sortira la dette. Il est question de 1150 milliards de dollars, et ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied en dépréciant leurs propres actifs, mais ils gardent ça sous le coude quand même. C'est 20% de la dette américaine est libellée et entre les mains des Chinois. Les Chinois sont quand même assez malins pour ne pas détruire leur stock d'épargne. Oui. Et donc, ils sont un peu coincés aussi. C'est une arme qu'ils ne peuvent pas utiliser. C'est bien de la brandir, mais ils l'utiliseront. On s'inquiète pour les marchés là, jusqu'à la fin d'année, ou on est plutôt peinard? Écoutez, en tout cas, en entendant parler, parce que là je reviens de plusieurs rendez-vous en Europe, et plusieurs gérants de fonds commencent quand même à s'inquiéter, à faire un peu de cash dans les portefeuilles. Moi, je trouve que la situation est plutôt pas si mauvaise que ça. Il y a quelques inquiétudes, mais on peut être raisonnablement optimiste tout de même. Et on passe aux événements de la semaine. Emmanuel Le Chypre, quel est le vôtre? Eh ben, écoutez, puisqu'après tout, l'émission s'appelle C'est votre argent. Et c'est votre. Moi, je voudrais lancer un coup de gueule et appeler les riches à ne pas réduire leurs dons malgré la réforme de l'ISF. Je vous rappelle c'est la révolution aujourd'hui. Hein. Oui. C'est la rébellion. Je vous rappelle que c'est bientôt la déclaration d'impôt. Je vous rappelle que depuis 2007 et la loi TEPA, les personnes qui étaient assujetties à l'ISF bénéficiaient de déductions fiscales importantes pour les dons. Qu'évidemment, avec la réforme de l'ISF, dont il ne reste que l'impôt sur l'immobilier, il y aura moins de possibilités. Ça c'est sûr, l'assiette n'est pas la même. Donc, je vous renvoie à cette étude des apprentis d'Auteuil qui dit attention, les riches qui ne vont plus payer l'ISF, faudrait pas pour autant qu'ils oublient les dons et de donner et pas de consommer, etc. Donc, messieurs les riches, n'oubliez pas les pauvres. Donnez quand même, n'oubliez pas les pauvres. Même s'il n'y a plus d'ISF. Même s'il n'y a plus d'abattement sur l'impôt sur la fortune. Alice Labouze. Ça sera le coup de gueule d'Emmanuel aujourd'hui. Moi, je voulais parler du poisson d'avril d'Elon Musk, quand même, donc le patron de Tesla et de SpaceX. Vous savez, Tesla, vous connaissez, oui, ça va. Les voitures, c'est bon. Et en fait, ils sont dans une situation assez difficile, Tesla, depuis à peu près 3 semaines. D'ailleurs, ça avait beaucoup baissé parce que, en fait, Moody's a dégradé leur note, la note de leur dette, notamment. Et puis, on s'inquiétait sur le rythme de cadence de production de leur modèle numéro 3. Tout ça pour dire qu'il a eu la bonne idée dimanche pour le poisson d'avril de publier une petite photo de lui en train de boire de la vodka, disant que en fait les ventes de chocolat pour Pâques n'avaient pas été suffisantes pour combler le déficit de Tesla, et par conséquent qu'il l'a déclaré en faillite. Et donc c'était pas franchement le bon moment, parce que lundi étant un jour de très forte baisse sur le marché américain, Tesla s'est pris une baisse très significative, évidemment. Donc pourquoi il buvait de la vodka? C'était pour se remettre du fait qu'il était en faillite, donc c'était pour l'image, mais j'ai trouvé que c'était rigolo. Depuis, Tesla a bien remonté puisqu'ils ont sorti justement les chiffres de production, et les chiffres de production étaient plutôt bons. Jean-Sébastien Bellet. Alors moi, c'est la Suède, la croissance en Suède qui a retenu mon attention cette semaine, parce que la Suède a été prise comme modèle par de nombreux pays pour son modèle socialiste de redistribution. Or, la Suède est le pays... Y compris pour sa réforme des chemins de fer, d'ailleurs. Voilà. La Suède est le pays en Europe qui a le plus fait baisser son niveau de dépenses pour atteindre 50% du PIB. Je rappelle que la France est toujours à 57% du PIB en dépenses. Et malgré la baisse de cette dépense, ils arrivent à faire une croissance qui est, sur les 3 dernières années, en moyenne entre 1,2 et 1,5% supérieure à celle de la France. Donc ça remet en cause tous les modèles économiques qui disaient que finalement, réduire la dépense publique, c'était affaiblir la croissance. Et en réalité, dans le monde ouvert dans lequel on évolue, la concurrence est mondiale, et donc
les secteurs publics pèsent sur la rentabilité des entreprises. William Higgins. Oui, alors moi je voulais essayer de démolir une baudruche. La baudruche, c'est dire que les gérants actions font une pression insupportable sur les dirigeants d'entreprise pour qu'ils augmentent leurs bénéfices à court terme. Et quand vous regardez les publications, vous réalisez que c'est strictement l'inverse, et que c'est probablement une mauvaise chose. C'est-à-dire, si vous regardez les 2 ou 3 sociétés qui ont sorti des résultats catastrophiques, leur valorisation est très bonne. Vous regardez Parrot, par exemple, elle perd 56 millions d'euros, elle est valorisée 150 millions d'euros et 300 au début de l'année. Donc les gérants qui détiennent du Parrot, ils ont un horizon au moins à 5 ans, ils imaginent que ça va se redresser à toute vitesse. Vous regardez une société comme Prodways, donc qui eux sont dans l'impression numérique. L'impression numérique, évidemment, ça fait rêver. Donc ils perdent 7 millions et ils sont valorisés 200 millions d'euros. Donc en fait, on devrait beaucoup plus attaquer les gérants en disant que c'est des doux rêveurs et qu'ils ont une vision à long terme que personne n'a, sauf eux, et que ça risque d'être dangereux pour leurs porteurs de parts. Benahouda. Voilà qui est dit. Je suis désolé, Emmanuel, donc on parlait de l'Italie. Et c'est le début des consultations. Merci, on s'en fout pas de l'Italie, bien sûr. C'est le début des consultations politiques pour former une majorité. Et il ne sait plus quoi dire parce que quand c'est moi qui en parle. Si j'en parle moi, il me dit. Si j'en parle moi, il me dit. Ah, on s'en fout complètement. Si Benahouda en parle, c'est le grand silence. C'est pas grave. On n'a pas le temps. Vas-y Benahouda. C'est que si on regarde les événements qui sont marqués, mauvaise foi. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est la Ligue des Champions. L'Italie, c'est la Ligue 2 ou la Ligue 3. Vous voyez. Allez, la Ligue 3. Donc c'est intéressant quand même. Voilà. Et ce qui semble intéressant, c'est la convergence de vues entre le mouvement 5 étoiles anti-système et la Ligue qui est arrivée en tête du bloc de droite. Le mouvement 5 étoiles dit qu'il veut prendre exemple sur l'Allemagne et signer un contrat de coalition, un contrat de gouvernement. Et le dossier central qui pourrait les réunir les deux, c'est la retraite, c'est abolir la réforme des retraites de 2012, qui a remonté l'âge de départ à la retraite à 67 ans, qui a mis fin à l'indexation générale des retraites sur l'inflation. Et là, ça pourrait les réunir les deux, parce que pour rappel, derrière le Japon, en 2050, le pays le plus vieux au monde, ça sera l'Italie.